Bonjour, bonjour. Merci d'être venu, de vous être déplacé, de profiter enfin du présentiel. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir et de pouvoir en tout cas échanger aussi avec vous. Et on a prévu des pauses importantes comme ça, on pourra en profiter. On va d'abord évidemment commencer par les exposés. Au menu, hein, on va présenter, on va prendre peut-être la présentation là, Jean-Charles. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents, nombreux diététiciens, essentiellement aussi quelques médecins. Et donc, n'oublions pas que la nutrition, c'est l'affaire de tous. Alors, le premier exposé va être donné par Sylvie, diététicienne en chef à l'hôpital Erasme, et le professeur Jean-Paul Van Voren, qui a été directeur médical à Erasme pendant 20 ans, qui est maintenant directeur adjoint et qui est en charge notamment des aspects de qualité des soins, d'accréditation. Il est aussi impliqué en soins palliatifs et continus et dans le suivi des immunodéficiences. Et tous ces éléments font qu'il a été largement impliqué dans le sujet d'améliorer le moment repas pour une amélioration globale de l'expérience patient. C'est capital. Et donc Sylvie et Jean-Paul vont nous présenter ce premier exposé, 45 minutes au total, questions comprises. Qui termine son café, évidemment. Oui. Je pensais que vous alliez faire une introduction beaucoup plus large sur plein de choses. Oui, bah écoute, puisque il est 9h, on commence notre exposé. Hein. Erasme s'éveille. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre ce sujet au programme? On parle d'abord parce que notre directeur médical, qui est aussi responsable du service qualité, avait organisé une réunion et on évaluait la satisfaction des patients. Et donc, dans l'évaluation des patients, il y a un point qui est ressorti qui n'était pas très négatif, pas très positif, en tout cas amélioré, et c'était les repas. Alors, voilà, je me suis dit, là, il faut bosser là-dessus. On a déjà bossé énormément. Il y a beaucoup d'initiatives dans différents hôpitaux sur la qualité du repas, sur la composition nutritionnelle. Et quand je vois dans certaines unités, on va voir les résultats de l'évaluation, où j'ai des collègues, Magdalena et Anaïs, qui sont très proches de leurs patients, qui vont les voir régulièrement, et malgré tout, la satisfaction n'est pas encore optimale. Donc je pense qu'il y a une autre approche, et ça, c'est l'expérience patient que je ne connaissais pas. Et donc, on va essayer, même si vraiment je ne suis pas spécialiste et je me rends compte que c'est encore plus complexe, l'expérience patient autour du repas, d'essayer de vous donner nos réflexions et nos expériences par rapport à ce domaine-là. On va parler un peu du moment repas, qu'est-ce que c'est. On va, je vous l'ai dit, voir un peu les résultats des enquêtes de satisfaction de nos patients. Parler satisfaction versus expérience. Une analyse de la littérature que je vous avais promis, le repas dans le plan de soins infirmier, le point de vue d'une patiente experte qui malheureusement n'est pas là, mais j'essaierai de vous donner ses réflexions. Jean-Paul Van Voren qui va faire ses remarques et suggestions d'un médecin et directeur médical, et des exemples d'actions d'amélioration de l'expérience patient. Alors la première chose, le moment repas. Alors le moment repas, c'est bien avant le repas, c'est après le repas aussi. Et dans la restauration, c'est vraiment aussi quelque chose d'important pour les responsables hôteliers. C'est l'accueil, l'ambiance, les attentes des clients, des consommateurs qui sont finalement différentes si on vient pour un repas d'affaires, un repas en amoureux ou un repas en groupe. On voit que ces moments doivent être instagrammables. Hein. Donc c'est vraiment des approches différentes et assez intéressantes auxquelles on doit s'intéresser. Alors, j'en viens à l'enquête de satisfaction. Je passe la parole
à Jean-Paul. Bon, donc en quelques mots, donc effectivement, Sylvie a été formée en immunodéficience et en VIH il y a plus de 20 ans, et puis elle est partie vers d'autres cieux, puis elle est revenue, donc on a un parcours un petit peu erratique, mais quand même commun dans pas mal de domaines, et donc elle m'a demandé de venir faire un petit peu la mouche du coche ici, et de voir si on pouvait ensemble peut-être établir un constat, mais ce constat, pour moi, d'abord, je vous le dis d'emblée, si ça ne va pas, c'est loin d'être votre responsabilité. Ça, c'est la première chose. Suzy, qui est là, le sait, je l'ai toujours dit. Donc, la diététique et tout ce que vous faites est hyper important, mais s'inscrit dans une logique de prise en charge globale, et un élément tout seul n'est pas utile auprès du patient. Il faut le faire ensemble. Donc, et moi, tout ce qui est qualité, tout ce qui est accréditation, j'ai aussi découvert tout récemment. Donc, il fallait que quelqu'un s'y colle. Et puis, finalement, ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé parce que c'était une autre dimension, et c'est surtout une dimension humaine. Alors, on a parlé sur la dia précédente. Hein, tiens, André vient ici et pas aux IBD. C'est super. Donc, salut. Ah, tu vas faire des allers-retours. Merci, André. Donc, en fait, quand on vient sur la dia, on en a rajouté une, c'est le coin en haut à droite, c'est comment mal bouffer en travaillant. Donc c'est vrai que c'est déjà une chose. Est-ce que c'est bien de se mettre un plateau repas? Les plateaux repas se sont souvent généralisés, puis il y a eu maintenant tout ce qui est le télétravail. Le télétravail enlève aussi pas mal de confidentialité, et comme on disait dans une grosse boîte américaine, il faut absolument que les gens reviennent un peu au travail, parce que c'est autour de la machine à café qu'on a les meilleures idées. Donc, dia suivante, sur ce qui est maintenant des enquêtes de satisfaction. Donc, on est obligé dans les hôpitaux de réaliser des enquêtes de satisfaction. Celles-ci ont été faites grâce au cadre Santéa, qui est donc une coupole hospitalière qui distribue les questionnaires et qui les analyse et qui nous fait un minimum de benchmark. C'est nécessaire, non seulement pour s'améliorer par rapport au programme de qualité et peut-être d'accréditation, ce qui devrait nous arriver dans 1 an ou 1 an et demi, mais également, n'oublions pas, le financement des hôpitaux dans le fameux budget des moyens financiers dépend également de qualité. Dans la qualité, il y a notamment toutes des enquêtes à réaliser, donc ces chiffres sont transmis. Alors, donc, comme vous le voyez, si on va un petit peu plus loin déjà d'emblée, parce que bon, il y a la satisfaction globale, il y a l'information, il y a le côté également légal et d'accréditation, mais ici, vous montre en fait ce qui a fait beaucoup de mal à Sylvie. C'est clair, hein. Quand on a montré ça, elle a vu qu'il y a une rubrique qui est le 4e où vraiment, c'est vraiment moins bon que le reste. En fait, ce graphique vous montre pour l'ensemble de l'hôpital et des services ultérieurement comment sont estimés les services. Et 2 choses essentiellement dans l'hôpital ne vont pas bien. Une qui ne m'étonne pas par rapport à un hôpital académique et à notre système de fonctionnement et de communication, c'est que les gens ne savent absolument pas combien ça va leur coûter quand ils rentrent à l'hôpital. Et puis quand ils ont leur facture, ils ne sont pas contents du tout. Ils écrivent à la direction, on discute beaucoup. C'est donc un point important qui est également une obligation dans la loi, parce qu'on reprend la loi sur les droits des patients, il est important de leur expliquer quel est le coût des soins. Et à l'hôpital Erasme, peut-être un peu différemment du Chirec pour des raisons qu'à mon avis je ne dois pas expliquer, eh bien le médecin est un peu moins explicite sur les coûts. Ça, c'est le premier point. Et puis un peu plus loin à droite, le drame de Sylvie, c'est que les gens ne sont pas contents à propos des repas. Et ils ne le sont pas un peu dans tous les services. Alors, on peut évidemment se demander pourquoi. Il y a de multiples raisons. Je vous donnerai quelques pistes de réflexion tout à l'heure. C'est certainement pas loin de là uniquement par rapport au boulot de la diététique. C'est certainement et avant tout par rapport à l'intégration des repas dans la dynamique et la prise en charge des patients et dans le parcours des soins. Et donc, vous voyez ici les moyennes pour l'hôpital. On vous distribuera ces dias, évidemment. Et par rapport à la satisfaction, on voit que c'est dans beaucoup de zones que ça ne va pas. Et les zones où ça va bien, c'est pas toujours. Donc, parfois, ils sont contents, ils sont pas contents. Alors, attention quand on vous balance ce genre de graphique. Personne ne tique, personne ne dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Sachons que est passé en tout petit
que tout le monde ne répond pas. Et donc les enquêtes de satisfaction, on rentre un questionnaire, on le remplit. Alors qui a le temps de le remplir? Est-ce que ce sont les mécontents? Est-ce que ce sont les contents? En 25 ans de gestion des plaintes à l'hôpital, c'est encore plus long. Je peux vous dire que les plaintes, c'est évidemment, puisque ça s'appelle plainte, toujours des mécontents. Et peut-être sur ma carrière de plainte, j'ai peut-être eu 5 ou 6 courriers disant « Franchement, vous êtes merveilleux ». Alors souvent, franchement, les équipes sont merveilleuses, mais virgule, est-ce que je pourrais ne pas payer tel supplément? Est-ce que l'infirmière ne pourrait pas un petit peu sourire? Est-ce que le docteur Prézère ne pourrait pas passer de temps en temps? Enfin, toujours les mêmes histoires un petit peu personnalisées. Donc attention à ce genre de questionnaire, et je dirais à ce stade-ci que les repas sont une cible extrêmement facile, parce que tout le monde, dans tous les dîners mondains, dans tous les drinks, partout, on dit « Oh, je suis allé à l'hôpital, qu'est-ce que je vais mal manger ?» C'est une règle souvent que l'on raconte, et donc ça peut se corriger, et donc ne nous flagellons pas trop, enchaînons. Voilà, et donc j'enchaîne. On parle de satisfaction, et je vous ai dit, qu'est-ce que c'est l'expérience patient? Mais la satisfaction, d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors là, on avait déjà une discussion à dire satisfaction, c'est quoi? Mais en tout cas, c'est de rendre quelqu'un heureux ou content, d'être satisfait à un moment donné. Et l'idée, c'est que je suis positif quand on répond à mes attentes. Voilà, donc ça, c'est un peu ma définition de la satisfaction. Ça te convient? Il y a celle des Rolling Stones, mais c'est tôt le matin. L'expérience, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que nous avons vécu quand on a une expérience. C'est quelque chose qui s'est passé et qui est compris. C'est quelque chose qui est acquis, intégré, et ça reste dans notre mémoire. Ça, c'est l'expérience versus la satisfaction. En tout cas, moi, c'est ce que... Je reprends évidemment les données du Beryl Institute, qui est en fait... une association de professionnels et d'experts américains qui travaillent vraiment sur l'expérience patient. Donc, quand on s'intéresse à l'expérience patient, le Beryl Institute est vraiment une référence. Alors, ici, on parle du consommateur, on a parlé du restaurant, et on parle aussi du consommateur. En effet, le consommateur, il a changé. Il est mieux informé par toutes les informations qu'il retrouve sur les réseaux. Il est plus critique et il est surtout plus revendicateur si on lui impose quelque chose sans lui demander son avis. Il ne veut plus être simplement passif, il veut être acteur de ses choix. Et donc, voilà, le consommateur a changé. D'ailleurs, dans les entreprises privées, dans les services de marketing, maintenant, on engage des directeurs de l'expérience client. Donc, on a engagé des product managers, ceux qui s'occupent des produits. Maintenant, on engage des spécialistes de l'expérience client. Je te passe la parole pour la deuxième phrase. Oui. Donc, la deuxième phrase, elle est un peu provocatrice, et donc c'est moi qui l'ai pondue. Donc, du patient, on a voulu dire maintenant client, ça c'est ce que les grands gestionnaires disent dans les hôpitaux. Moi, je reste un vieux, et donc pour moi, c'est le soigné, le soignant. Et donc, nous sommes toutes des équipes d'un côté, et de l'autre côté, c'est notre sujet de soin. Alors, le soigné en question, je ne veux pas le mettre seulement acteur, je veux le mettre, et je vous dirai pourquoi, co-scénariste de sa prise en charge. Pourquoi co-scénariste? Dans tous les programmes d'accréditation mondiaux, dans toutes les sociétés d'accréditation, on parle non seulement d'expérience patient, mais de partenariat patient. Et donc, que ce soit dans la loi sur les droits des patients, dont on fête l'anniversaire, 20 ans, je suppose qu'au bout de 20 ans, comme tous les médecins de l'hôpital, vous la connaissez par cœur. Il y aura un beau séminaire sur intranet dans quelques jours qu'on j'ai donné avec Jacques Dumont. Donc, pour rappeler ce que sont les droits des patients. Et les droits des patients, c'est d'abord, dans la loi, d'être au courant de tout. On peut choisir finalement et dialoguer avec son médecin que si on connaît son état. Et d'un autre côté, ça va beaucoup plus loin maintenant. De l'expérience, on va au partenariat patient. Ça veut dire que les programmes d'accréditation demandent que le patient soit intéressé à sa prise en charge, donne son avis,
Et pourquoi pas ne pourrait-il pas donner son avis également au niveau de ce qu'il mange à l'hôpital, après, avant, et dans une définition d'une continuité d'alimentation trans-hospitalière et surtout vers le domicile. Et donc je pense que si on veut qu'un patient mange plus ou moins et mieux comme on le souhaite pour son état, il faut absolument le prendre comme partenaire. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Charles de rappeler que le centre de référence SIDA, j'y suis depuis près de 40 ans, et donc moi je n'ai jamais été capable de faire prendre des pilules à un patient si je ne lui explique pas qu'il les prend pour lui, dans son intérêt, avec un projet de vie et une qualité derrière. Les prendre pour moi, ça, c'est pas la bonne solution, ça dure un petit temps, ça dure pas longtemps. Donc si on veut qu'un patient soit éduqué, eh bien, c'est pas éduqué, il faut qu'il comprenne et qu'il participe à la dynamique d'alimentation plus correcte, dirais-je pudiquement. Alors, toujours... oui, très bien. Très bien. À la dia suivante, je reprends un slide du Beryl Institute qui montre cette perspective intégrée de l'expérience patient, où on retrouve la sécurité, les coûts, le service, mesure de l'évaluation de cette expérience, la qualité. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui se trouve au milieu. Si j'ai la petite là. Ouais, non. Au milieu, vous retrouvez l'engagement patient, mais vous retrouvez aussi l'engagement employé. Donc là, on vient avec cette notion de vraiment d'associer l'expérience patient, mais l'expérience soignant aussi. Alors, les gens, qu'est-ce que les patients attendent? Quelles sont les priorités des consommateurs? C'est, on le voit bien, d'abord le people, ce qui est humain. Les contacts humains. Après, il y a les procédures, le process, l'endroit où ça se passe. Mais donc, en tout cas, à l'hôpital, ce qui est important, c'est les soignants. Alors, quel est le ressenti des personnes qui ont une expérience négative pendant leur séjour à l'hôpital? C'est en grand, là, on le voit, l'attente, le temps d'attente qui est long, une non-bienveillance, un peu de pression, une frustration, un manque de respect. Voilà, donc ça, c'est ce qui ressort quand on leur demande pourquoi ils ressentent un mécontentement. Alors ici, l'autre, pourquoi est-ce qu'ils sont positifs? Quand est-ce qu'ils sont positifs? Eh bien, quand il y a de la bienveillance. Ça, c'est les ressentis. Quand il y a des expériences de convivialité, d'aide. Voilà, donc ça, c'est les premières choses qui sont importantes pour le patient. Jean-Paul, est-ce que tu as... C'est bien. OK. Qu'est-ce qui façonne, qu'est-ce qui construit l'expérience patient? Alors, les attentes des patients pour une expérience positive, avec d'un côté un classement avec les cotes les plus élevées, et vous retrouvez de nouveau là, ils aiment bien d'être écoutés, qu'on communique avec eux de manière claire et compréhensible, et qu'on les traite avec respect. De l'autre côté, où il y a moins d'attentes, vous voyez l'offre alimentaire, d'une bonne alimentation. Finalement, c'est important, mais ce qui est plus important, c'est le contexte de communication, de contact. Peut-être sur cette dia, je voudrais intervenir pour reprendre quelques mots qui ont été cités maintenant. Donc je pense qu'on a dit tout à l'heure revendicateur. Donc je pense que le citoyen belge, patient, malade, pas malade, qui vient pour la prévention, est beaucoup plus revendicateur. Et donc tout tourne dans notre société consumériste à le rendre de plus en plus revendicateur. Donc le patient revendicateur, c'est bien, j'insiste toujours, j'ai parlé des droits des patients, il a aussi une responsabilité de travailler correctement avec le soignant. Donc il ne peut pas imposer, et il doit respecter le soignant comme nous le respectons. Et donc j'insiste sur tous ces mots. Et donc les repas sont considérés parfois comme un service hôtelier, à la différence d'un service de soins.
Et donc, je le rappellerai tout à l'heure, il faut intégrer toutes les dimensions de prise en charge autour d'une dynamique de soins, d'autant que, également, toutes les règles actuelles nous orientent, que ce soit en psychiatrie, mais dans tous les domaines, vers un modèle beaucoup plus préventif qu'un modèle curatif. Je rappelle d'ailleurs que dans la loi sur les droits des patients, nous sommes obligés, de par la loi en tant que médecins, d'aborder tous les points préventifs. Par exemple, si on lit la loi, quand on est face à une femme enceinte, on a un devoir de lui expliquer ce qui est bon, pas bon pour sa grossesse. Et donc, ce sont des choses que l'on oublie, puisqu'on est toujours, d'ailleurs comme moi, j'ai été élevé dans l'art de guérir, c'est en voyant les gens mourir du sida que j'ai acquis beaucoup d'humilité, que je me dis, je suis aussi un soignant. Et une fois qu'on est dans cette dimension, je ne pense pas qu'André dira le contraire, on comprend comment on peut beaucoup plus facilement intégrer toutes les dimensions. Et j'y reviendrai. Oui, oui, merci pour la remarque. Et c'est vrai qu'on aurait pu mettre expérience patient, expérience soignant pour le repas. Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait quand même une petite analyse, enfin petite, non. Finalement, il y a beaucoup d'articles Suzy dans le cadre de l'ONCA. Oui, Suzy. Ah, Suzy. Dans le cadre de l'ONCA, a fait toute une analyse de la littérature. Et donc, il y avait quand même pas mal d'articles, une dizaine d'articles, des revues. Et donc, ce qu'elle en a retiré, c'est qu'en effet, il y a plusieurs interventions au niveau de la restauration, seule ou combinée, et qui permettent vraiment d'améliorer la prise en charge de la dénutrition. Il y a aussi ce poids sur la satisfaction des patients vis-à-vis de la restauration, qui est un élément clé. Et il permet non seulement d'influencer positivement les apports alimentaires, mais aussi d'influencer cette perception du séjour hospitalier. Et c'est noté aussi que les dirigeants sous-estiment ça, le repas, et qu'il est capital de l'évaluer systématiquement et de manière exploitable. Donc là, Suzy avait fait une revue de la littérature de 2016 à 2020. On a demandé à la PACS aussi de faire une recherche bibliographique. La PACS, c'est la plateforme pour l'amélioration de la qualité et sécurité. Et donc, ils ont fait une recherche sur les mots-clés expérience patient et repas. Et là, on a eu 17 articles entre 2016 et 2021. J'en ai repris 4 parce que les autres avaient de nouveau ces notions, Suzy, les mêmes de beaucoup de propositions pour améliorer la qualité des repas. On voit aussi qu'il y a des articles dans le Clinical Nutrition de l'ESPEN en 2021. Il y a 2 articles. Et donc là, qu'est-ce qui ressort? C'est la nécessité de faire encore plus de recherches, d'une part pour améliorer l'évaluation, mesurer la satisfaction des patients. Mieux comprendre aussi le contexte et les problèmes, et là on le dit du point de vue du patient, pour informer, surveiller, évaluer l'amélioration continue de la qualité. Alors, ressort là d'un article aussi, Food is Medicine, où on parle d'alimentation thérapeutique, pas de régime, mais d'alimentation thérapeutique, avec la nécessité, là, pour les médecins, de plus de formation, et de plus de formation aussi de qualité, pour qu'ils puissent s'appliquer de manière plus importante dans le soin nutritionnel et qu'on puisse mieux collaborer encore avec eux. Un autre point, c'est que dans le dernier article, on soulève vraiment que les soignants ne considèrent pas le repas comme une priorité et que la relation soignant-soigné influence pourtant beaucoup la prise alimentaire du patient. Un commentaire un peu purement technique à ce niveau-là. Donc effectivement, Suzy est combien de fois venue à la direction pour parler de tout ça et pourquoi ça a un peu bougé? Parce que au niveau des hôpitaux francophones qui sont surveillés par la PACS, qui est effectivement une structure wallonne et qui n'est pas une structure belge, fédérale. Vous savez, la Belgique, ce qui existe encore. Donc, côté nord, vous ne pouvez pas agréer votre hôpital en tant que direction si vous ne prouvez pas, indépendamment de tout processus d'accréditation, que vous réalisez une anamnèse nutritionnelle et au départ de l'hospitalisation. Je me souviens que Jean-Charles m'avait fait venir à une discussion un soir à ce propos et qu'on avait discuté avec tes collègues néerlandophones qui disaient « Nous, on a beaucoup plus facile parce que la direction est obligée.
si on ne fait pas l'anamnèse au départ, eh bien, l'hôpital en lui-même ne sera pas agréé. Vous vous rendez compte, côté douleur aussi, c'est la même chose. Oh, si on pouvait devoir être obligé à ça depuis si longtemps, j'aurais pu faire autre chose depuis 20 ans. Mais donc, toutes ces anamnèses qui sont à la fois de la qualité des symptômes, mais également, et je pense que tu l'as très bien dit, font partie de la prise en charge globale du patient, parce qu'un patient qui doit pouvoir se nourrir, s'hydrater ou autre, eh bien, ça fait partie de son traitement, comme d'ailleurs le fait de soulager sa douleur si elle est inutile lui permet certainement de s'améliorer. Donc attention quand on fait des comparaisons, le nord du pays a une pression bien différente des hôpitaux francophones, et je vous disais tout à l'heure, tout ceci fait partie dans la qualité de ce qu'on doit faire pour recevoir du BMF, mais en gros pendant des années, la seule obligation était de remplir des questionnaires satisfaction patient, sans une obligation du tout d'impacter nos prises en charge par rapport aux conclusions de ces rapports de satisfaction patient. Dans le nord du pays, si vous avez une société belge de diététique, vous perfectionnez certainement votre anglais. Si vous avez une société belge de diététique, évidemment, dans le nord du pays, ils ont beaucoup plus facile parce que c'est une obligation pour l'employeur de l'hôpital de réaliser ces prises en charge, ces anamnèses et donc de faire en sorte que l'aspect repas-alimentation soit pris en considération. Alors, je me suis renseignée sur le fait de me dire combien de temps finalement est-ce que ça prend la charge de travail pour le repas, pour le service, pour l'unité, pour les infirmières, les aides-soignantes, les aides logistiques. Parce que bon, on sert les patients 3 fois par jour, tous les jours. Et donc, j'ai demandé à une infirmière qui s'occupe de l'analyse de ces données, comment elle peut évaluer ça. On a un outil qui s'appelle l'outil Careboard, qui extrait la lourdeur des soins par le biais du dossier infirmier informatisé. Toutes les activités infirmières liées au repas sont prises en compte et sont quantifiées en minutes ou en heures. Ici, on a l'exemple d'un service de gastro, 39 patients, c'est une journée, 2 pauses entre 7h30 et 15h30 et entre 13h et 21h. Et donc, entre 7h30 et 15h30, on a 2 repas. Et puis, l'autre pause, un repas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'infirmière avec qui je discutais me dit « Mais finalement, ce repas prend plus de temps qu'on ne pourrait l'imaginer. » Et elle comparait avec le temps consacré à l'élimination. L'incontinence, les langes, la panne, réinstaller le patient, l'amener aux toilettes, etc. Et à premier abord, elle pensait que ça prenait beaucoup de temps, plus de temps que l'alimentation. Bien, donc ici, on arrive à 7 heures, 8 heures par jour, un temps plein finalement, qui s'occupe des repas pour une salle de 38 patients. Et je pense que c'est déjà minimiser le temps. Ça pourrait être même plus. Si elle me regarde, je vais donc dire quelque chose. Donc, Careboard est un outil qui a été développé notamment dans une autre institution. Et donc, Careboard, en fait, est l'outil du gestionnaire pour voir combien d'infirmières il faut dans une unité en fonction de la lourdeur des malades. Hein. Donc, à la base, c'était ça. Mais donc, c'est quand même très intéressant quand on l'analyse comme Sylvie. Mais je fais déjà 2 petites remarques par rapport à ça. On l'a fait dans une unité de gastro. S'il y a bien une unité où probablement, tout autant qu'en endocrino, bien qu'on n'hospitalise plus en endocrino, voire très peu, et peut-être également d'autres unités, peut-être en maternité, peut-être là où on sait par essence que l'alimentation est importante. Ce qui sont les critiques, c'est que dans beaucoup d'autres services, on n'est pas nécessairement branché alimentation. Je vous dirai tout à l'heure, j'ai mis une petite phrase en disant le Covid a foutu ça en l'air en plus. Donc c'est vrai que dans l'hôpital où nous manquons encore cruellement de personnel, la première chose qu'on a dû faire avec le Covid, c'est de centrer par rapport aux infections et ne plus tenir compte, en tout cas beaucoup moins, des spécificités des itinéraires de soins. Ce qui fait qu'il y a eu du Covid
en gastro, il y a eu du Covid en pneumo, on a rassemblé en médecine, et donc les spécificités infirmières et globales des équipes se sont un petit peu émoussées du fait du Covid. Et donc, déjà, ça a été un problème. Si on rajoute la lourdeur des soins dans ce cadre-là, donc quitte peut-être des autres unités et quitte des périodes justement de soins par rapport à toutes ces expériences. Donc toute l'importance de toujours analyser tout votre travail doit tenir compte des circonstances, à la fois du patient, j'y reviendrai, mais certainement de l'environnement. Le Covid, moins de visites, donc on n'apporte plus de la bouffe, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être le petit-fils, si vous avez bien lu sur Intranet, il ne peut plus manger la tranche de jambon qui traîne de la grand-mère et dont personne ne veut et qui venait rendre visite pour manger cette tranche de jambon. Donc on interdit toute une série de choses. Il y a de la convivialité en moins et donc tout ça joue sur le confort et l'ambiance patient. Mais je voudrais bien le rappeler ici, c'est une unité de gastro. C'est super important de passer son temps à l'alimentation. Et bien entendu, vous voyez, les infirmières sont évidemment branchées sur tous les aspects, c'est assez logique, digestif. Et je peux vous dire que dans d'autres services, je pense qu'il faut encore mettre la bonne parole et que ce n'est pas nécessairement généralisé de prendre du temps pour le repas. Alors ici, je passe au point de vue de Antti Nguyen, qui est une patiente experte. Antti, elle a une licence en communication, journalisme à l'ULB, elle a DES en management et gestion des entreprises à l'ICHEC. Elle a un DU en mission patient partenaire et référente en rétablissement en cancérologie qu'elle a fait à l'Université des patients à la Sorbonne. Elle a un master aussi en éducation thérapeutique à la Sorbonne. Mais donc avant de se réorienter et d'être engagée à l'Institut Bordet, elle a été attachée de presse au niveau plus communication. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'était vraiment intéressant de discuter avec elle. J'ai rencontré une personne vraiment intéressante. Ça m'a permis vraiment aussi d'améliorer mes connaissances sur le sujet. Et elle dit, donc elle a plusieurs points. D'abord, le patient acteur de son trajet de soins et donc de son repas. Comme on l'a dit, consomme acteur, patient acteur ou soigner acteur. En tout cas, être malade, ça signifie pour le patient une perte d'autonomie, un sentiment d'impuissance et un seul moment, là, le repas où il pourrait être acteur de son trajet. C'est un temps de pause dans sa maladie, en tout cas elle le voit comme ça, où on pourrait réintroduire la notion de plaisir pour que ça reste un moment là où il pourrait se soustraire à sa condition de patient et lui redonner le pouvoir d'agir sur son pas, de repas, de décider. Surtout le mot, on arrête de l'infantiliser, on s'assure davantage de l'adhérence du patient au repas et ça permet de stimuler sa satisfaction aussi par rapport au menu servi. Elle dit que c'est un patient engagé qui est acteur, c'est un patient qui sera plus satisfait. Alors, elle parle aussi de l'importance de la communication pour ne plus infantiliser le patient, lui permettre de redécouvrir son repas et changer sa perception. Il faut, en tout cas, ce qu'elle conseille, de valoriser tout ce qui est cuisiné, de lever des préjugés, de la méfiance par rapport au repas à l'hôpital, la provenance des produits, transformer l'inconscient collectif négatif autour du plateau repas par du positif, plutôt parler positif quand on parle du repas. S'il dispose d'un régime particulier, eh bien, il faut pas lui donner le sentiment, enfin, il faut lui expliquer pourquoi il a un régime moulu, pourquoi c'est sans sel. Et puis surtout, elle dit bannir des phrases type « il faut manger, c'est important ». Alors le patient, il ne fait pas un caprice en refusant de manger, il est conscient que c'est important. Ou encore, un autre exemple, elle dit « faites attention, ça devient limite au niveau du poids ». C'est culpabilisant, donc on enlève une notion de plaisir et ça donne vraiment l'impression que le repas devient une corvée. Un autre point qu'elle signale, le repas soit comme un autre. Il faut profiter du moment repas pour entrer en interaction avec le patient, dialoguer avec lui, ne serait-ce que 2 minutes, faire du repas un moment social et convivial, et c'est ça les attentes par rapport au repas. Ne pas en tout cas isoler le repas dans le trajet de soins. Il faut vraiment que ça fasse partie intégrante du care. Donc en tant que patiente experte, pour elle, c'est aussi très important. Et nos objectifs, ce serait de co-créer avec le patient l'expérience repas pour offrir une expérience auquel le patient va adhérer.
c'est vraiment indispensable de l'inclure dans des réflexions de départ. Et donc, c'est vraiment, pour moi, intéressant aussi d'avoir eu un contact avec Antti, parce qu'on va mettre en place des choses pour améliorer des projets, des groupes de patients partenaires pour construire l'expérience patient, l'expérience repas sur le modèle de la co-création, voilà, en essayant de trouver des solutions pour améliorer son expérience. Oui, donc je pense que je vais redire certaines choses, et donc sachez que les commentaires qui sont repris ici, donc à part que j'ai dit qu'il fallait peut-être les formuler un peu autrement, je ne les connaissais pas à fond, donc j'ai fait ma dia un peu de mon côté, et puis finalement je vois qu'on arrive à pas mal de similitudes. Donc experte, partenaire, expérience, tous des grands mots pour dire que le patient, sujet de soins, doit également, comme je l'ai voulu le dire tout à l'heure, être scénariste de son avenir. Et je rappelle donc mes petites consonances. Je sais que je parle déjà du dessert en parlant de fin de vie et qu'on n'a pas encore pris l'apéro, mais je peux vous dire qu'il est assez difficile d'organiser des soins palliatifs pour quelqu'un si le médecin en charge n'a pas dit qu'il n'y avait plus de chimiothérapie et qu'on n'était plus dans le curatif. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent être dites aux patients. Alors, on parle ici de l'alimentation, j'ai parlé de la douleur, j'ai parlé du statut, j'ai parlé de l'évolution, du pronostic, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment insister là-dessus. Alors, comment considère-t-on le repas à l'hôpital ? Comme on l'a dit tout à l'heure sur les dias précédentes, comme une obligation, comme une facilité, comme de toute manière, ça n'ira pas. On est quand même là que pendant 3 jours. Et comme on suit un bilan, on va quand même être à jeun tout le temps. Et ils sont tellement désorganisés qu'ils vont nous maintenir à jeun toute la journée, puisqu'on ne sait jamais quand l'examen pour lequel on est à jeun doit être programmé. Ce qui fait évidemment cruellement le problème des infirmières qui viennent régler le diabète. Enfin bref, toutes les petites histoires que l'on connaît. Donc, pour l'équipe de soins, c'est souvent considéré comme une charge supplémentaire. D'ailleurs, qui prend l'anamnèse ou qui prend les désirs ou les souhaits patients, soit c'est par le web, soit c'est la diététicienne ou le diététicien qui vient. À un moment donné, on a envoyé les bénévoles. J'ai ramassé les syndicats en disant que les bénévoles prenaient le boulot des diététiciennes. Donc, on n'a plus trop continué et ils n'avaient pas tout à fait tort. Parce que finalement, c'est des gens extérieurs aux soins qui viennent parler de choses importantes. La première chose que vous entendez au restaurant, c'est « avez-vous des allergies ? Avez-vous des choses que vous n'aimez pas ? Si ou ça ». C'est pas très évident qu'on parle, oui, d'allergie, parce qu'il faut le marquer, parce que l'accréditation dit que. Mais par rapport au goût et par rapport au plaisir de manger, ça, c'est pas toujours très évident qu'on en parle. Et donc, l'infirmière dit, ouais, c'est ça, il fait encore ci, etc. Petite anecdote que j'adore et qui, évidemment, suscite toujours un peu l'émotion. Nous avions un patient qui devait être euthanasié, qui a été euthanasié 2 heures après, le matin. Cet homme super bien, peut vous dire, il était à son 3e néo et il a demandé « Est-ce que pour mon dernier petit déjeuner, je peux avoir de la confiture de cerise ?» On lui avait mis de la confiture d'abricot. Le commentaire global, c'est « Ouais, dans 2 heures, il n'est pas là, il ne va pas nous emmerder pour avoir de la confiture de cerise. » Ce sont mes infirmières de soins continus qui sont allées chercher de la confiture de cerise. Juste cette petite remarque. Et donc, simplement qu'on peut aller très loin dans la prise en charge d'un sujet de soins en lui donnant parfois une dernière petite qualité de vie, ne fût-ce que ça. Je n'en étais qu'à la première ligne, tu sais. Alors, je vais aller très vite, mais tu ne m'as pas donné le timing. Donc, pas de place précise. On ne valorise pas le déroulement et son continu. Donc, on ne tient pas compte du repas qui donc apparaît comme secondaire. Je vous ai parlé de la programmation et de la difficulté. Le plateau de repas qui a traîné sur la table alors que le patient était à un examen et donc on ne le réchauffe pas toujours et puis on le retrouve. Le repas n'est pas une priorité. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il doit faire partie des soins et en tout cas, pour les médecins, c'est souvent accessoire.
Petite anecdote à laquelle je ne résiste pas, une patiente hospitalisée, je passe le dimanche, et donc on l'avait endoscopée la veille, et donc je demande au médecin que je connais, est-ce qu'elle doit rester encore à jeun? Ben non, on ne doit plus l'endoscoper puisqu'elle n'a plus saigné. Je vais chez la patiente qui me dit, ça on ne m'a pas dit. La dernière information qui avait circulé, c'est qu'elle pouvait remanger. Voilà. Et donc peut-être que pour elle, ça fait quand même partie de quelque chose d'important. Le manque de respect pour le repas entraîne, qu'on a mis le mot respect, ça manque de respect évidemment pour le diététicien et pour le médecin nutritionniste quand il va. On est tous considérés comme des extraterrestres, comme quand on vient pour la douleur. Et donc c'est pas intégré dans un modèle interdisciplinaire. Interdisciplinaire, j'aime mieux. On travaille tous ensemble et tous on s'entraide et on n'est pas tous ensemble sur une plateforme. Et les patients et son entourage perçoivent tout cela, s'alignent et s'adaptent insensiblement. Et de toute manière, combien de fois on entend, il y a le resto au rez-de-chaussée, et puis à ce qu'on peut apporter, combien de gens en visite. Ça, c'est le moment où on vend le plus de café en bas. C'est au moment où il y a les visites, parce que tout le monde monte avec son café. Tout le monde est évidemment content. Le Covid a aggravé, encore pour un point, c'est qu'on ne pouvait plus aller au restaurant, ça c'est une chose. Et en plus, les familles ne pouvaient plus venir nourrir leurs patients, nourrir le membre de leur famille, puisque c'était des visites extrêmement courtes, même en gastro. Dia suivante. Donc, il faut évidemment dialoguer, pas uniquement communiquer. Vous devez manger, c'est pas bon, votre poids est trop bas, votre BMI, c'est quoi, votre BMI est trop élevé ou est trop bas, etc. Il faut dialoguer. Dialoguer, c'est voir ce que le patient comprend et essayer de lui expliquer ce que nous-mêmes, on pense qu'il faut lui conseiller. Donc l'intégrer dans les soins, valoriser son importance, réaliser une anamnèse pour caractériser l'état nutritionnel, mais ne pas se limiter à cette démarche informative. Donc il faut aller beaucoup plus loin et il faut parfois trouver un moyen pour alimenter mieux les gens. Michel Van Bergen, qui a repris la main après le départ de Sylvie dans le privé, le sait très bien. Parfois j'ai une patiente ou un patient obèse. La façon dont on parvient à lui dire « soignez votre obésité », c'est quand on sent qu'il passe à travers ses genoux et qu'il ne sait plus marcher. Là, il va penser à maigrir. Donc, ce que nous trouvons bien au nom du saint BMI, eh bien, nous pouvons parfois utiliser et l'implémenter au nom de ce que le patient ressent. Et donc, le patient est à ce niveau-là certainement un partenaire. Donc, l'accord du patient et ou de son entourage. Et alors, il ne faut pas oublier une chose, hein, le patient, il vient en étape chez nous, il y a un médecin généraliste en amont, il y a un médecin généraliste en aval, il y a une équipe de soins en amont et en aval. Si nous mettons toutes sortes de choses en place irréalistes à domicile ou que de toute manière ça ne va pas aller, nous manquons l'occasion de modifier quelques petites choses. Et alors on l'a déjà dit, le moulu, c'était un mot de Sylvie, je l'ai également repris, pourquoi il est moulu, pauvre Ansel, etc. Et donc il faut empêcher toute forme d'incohérence, et donc en soins palliatifs aussi, quand on recevait le patient, ouais, ça, etc., voilà, et puis boum, sans sel, diabétique, machin, il allait mourir 2 semaines après. Un peu contextualiser parfois le patient aussi. Je l'ai vécu dans le VIH. Avant, je ne les faisais pas arrêter de fumer parce qu'ils étaient morts dans les 3 ans. Maintenant, ils arrêtent de fumer et ils vivent plus longtemps que les autres parce qu'ils sont bien suivis. Et alors empêcher toute forme d'incohérence lors du suivi et communiqué. Là, je veux absolument rapporter 2-3 petites choses. Si on dit qu'un patient, par exemple, n'est plus alimenté ou ne peut plus s'alimenter parce qu'il est en fin de vie, il ne faut pas mettre un plateau repas devant lui. Si on dit qu'il doit rester à jeun, il ne faut pas non plus mettre le plateau repas. Mais alors des trucs encore plus cons. Quelqu'un qui est en fin de vie ou qui n'est pas bien, qui est à l'USI ou ailleurs, eh bien le soin de bouche, ne fût-ce que le soin de bouche correctement effectué, avec des bons produits, pas décapants, ça va lui redonner du goût et lui redonner l'envie de manger. Quelqu'un qui a une mucite, combien on en retrouve dans l'hôpital, il ne va pas s'alimenter et il ne va pas prendre le plateau repas. Dia suivante. Donc, les médecins, pour moi, parce que c'est quand même notre rôle, et puisque je suis médecin, je le dis, dissuader le plus possible d'avoir recours aux apports extérieurs. Je pense que dans l'hôpital, on vient alimenter le pauvre malade. Ils sont, surtout si ces moyens sont en opposition totale avec la démarche de la prise en charge alimentaire validée en colloque singulier, hein, le sirotique qu'on voit devant sa chope, et en général c'est plus qu'une chope, c'est souvent de Jean Grimberg. Démarche généreuse de la famille, c'est toujours mauvais, dont on apporte à manger, ou on l'amène à la cafétéria. Comment expliquer ça
Ouais, mais non, ben, si vous n'êtes pas content, vous allez en bas. Hein. Ce n'est pas nécessairement la bonne chose. Cibler les patients dans le séjour, c'était Sylvie et moi, et dialoguer avec eux, parce que plus de 3 jours, surtout si ce n'est pas pour des mises au point, mais du suivi, là, on a l'occasion de leur proposer quelque chose avec une continuité valable possible à l'extérieur. Alors aussi, ne pas interrompre les repas. Le docteur qui rentre parce qu'il a fini sa salle d'op, il a midi et demi, je fais mon tour, hein. Et puis le patient est en train de manger et vient lui expliquer, etc. C'est peut-être pas un bon point. Respecter le repas comme un épisode nécessaire de soins. La même chose pour l'examen. Qu'est-ce qui est urgent? Manger ou faire l'examen. Et alors l'idée aussi de Sylvie qu'elle avait reprise, peut-être organiser un événement, quelque chose, parler du manger dans des unités, mais toujours en ayant un message pour chacun. Dia suivant. Donc ici, j'ai eu un contact avec Madame Briffaut, qui est cadre de santé diététique au CHUV, c'est un hôpital à Valenciennes, pardon. C'était assez intéressant leur approche du repas. Il faut dire que le repas là est financé d'une manière un peu différente et finalement ils dégagent des marges positives avec le repas. Voilà. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des détails après, ou il faut l'appeler. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour l'expérience patient? C'est un call center. Avec les infirmières envoient la liste des patients éligibles, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont des régimes ordinaires ou proches de régimes ordinaires, avec qui on peut discuter par téléphone. Voilà. Et donc, cette liste de patients est transmise par les unités de soins. Ils appellent les patients la veille, après 14 heures, pour leur proposer les menus du lendemain. Est-ce que ça vous convient le menu du jour? Non. Qu'est-ce que vous préférez? On a ces possibilités-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils évaluent les repas de la veille. Et donc, voir si le patient est satisfait, s'il a des remarques, etc. Ils peuvent réagir très vite et améliorer ce qu'il faut en fonction des remarques des patients. Ils ont aussi un service hôtelier dans les unités de soins qui facilite la logistique. Il y a des petits films qui expliquent qu'est-ce que c'est le repas, comment ils le produisent, quels produits ils utilisent. Et donc là, de nouveau, pour donner des informations aux patients sur les produits. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des visites organisées en cuisine, mais pour les patients. Nous, on le fait pour les soignants, mais pour les patients, on n'avait jamais imaginé le faire, mais pourquoi pas. Et puis, ils collaborent aussi avec une école d'hôtellerie proche de leur hôpital pour élaborer des recettes et pour former le personnel soignant au service hôtelier. Alors, on a eu aussi la chance d'avoir une consultance des étudiantes Solvay et on leur a proposé un sujet sur l'expérience patient. Donc, ils sont venus avec beaucoup d'idées, c'était intéressant. On a travaillé avec Anaïs aussi sur le sujet. Et là, ils proposent des idées, d'une part, pour remplacer des enquêtes de satisfaction qui seraient plus complètes, plus faciles à évaluer et qui nous donneraient des informations d'amélioration. Donc il y a aussi des idées pour appliquer mieux, plus les soignants dans l'expérience des repas. Ils créent aussi des vidéos, des capsules informatives pour les patients et puis quelques idées aussi pour améliorer les repas. Il y avait juste une idée assez intéressante en fonction de ce que Jean-Paul a expliqué, ne pas déranger le patient pendant le repas, c'est de mettre une affiche sur la porte du patient, voilà, ne pas déranger, le patient mange. Voilà, c'est pas compliqué à faire, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de faire. Alors, à l'hôpital Erasme, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je vous ai dit, on a, suite à ces évaluations de la satisfaction, on a mis en place avec le service qualité de l'hôpital, avec la diététicienne, infirmière et aide-soignante de 2 unités, chirurgie thoracique et pneumologie. On a fait des petites choses, des quick wins, comme on appelle ça. Le café était toujours froid. Enfin voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais on a fait en sorte que ce café soit chaud. On a changé la vaisselle avec la collaboration de Sodexo et on va mettre ça en place.
On a aussi fait une action de communication. Chaque fois qu'un patient est insatisfait, on appelle le gérant de la cuisine, le chef-coq de la cuisine, et on voit tout de suite que la satisfaction du patient augmente. Des actions ludiques avec Anaïs, on va mettre en place aussi avec les aides-soignantes, on va leur demander de proposer des recettes qu'on va enrichir en diététique et qu'on proposera aux patients à sa sortie. Voilà, alors, le mot de la fin, expérience patient, expérience soignant. J'ai encore un mot après, d'abord. Non, je vais me taire parce que je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais. Et donc, je pense qu'on est parfaitement en synergie. Et donc, tu le résumes, hein, c'est-à-dire dialoguer, hein, pas imposer, pas, voilà, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, alors, le petit mot d'une poétesse afro-américaine, Maya Angelou. J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Voilà, merci pour... Merci beaucoup à tous les deux pour cet exposé qui reflète plein de sagesse, d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je ne vois pas de main levée. Là, sinon, c'est qui porte les micros ? Nous avons 2 d'entre nous qui sont prêtes à courir dans la salle pour porter les micros. Mais je ne vois pas l'expérience, je ne vois pas de main levée. Je voulais juste peut-être ajouter un point qui est au niveau de la sensibilisation des équipes soignantes. Peut-être que ce serait important d'avoir quand même plus systématiquement une idée de ce que le plateau comporte quand il est repris. C'est-à-dire, est-ce que le patient a mangé un quart de ce qu'on lui a amené ou est-ce qu'il a tout mangé? Bref, c'est le genre de feedback qui pourrait aussi être dans un processus d'amélioration. Je ne sais pas, Jean-Paul, ce que tu en penses. Toutes les informations sont évidemment bonnes. J'ai simplement voulu vous dire, attention au questionnaire bateau. Donc, je crois que très important, individuellement, souvent, de dire, tiens, vous aviez mangé hier, pas aujourd'hui, pourquoi, qu'est-ce qu'il n'y a pas, etc. Juste si on peut améliorer, mettre un peu de sel si on peut, un peu de poivre, etc. André a une remarque ? Non, une toute petite remarque. Effectivement, merci beaucoup pour cet exposé. Donc, évidemment, derrière le repas, il y a beaucoup de symbolisme, parce que bon, c'est un besoin de base, mais ça devient parfois un besoin thérapeutique. Et donc là, c'est toute parfois la barrière entre les deux. On s'occupe beaucoup de dépistage, de dénutrition quand les patients arrivent à l'hôpital. Personnellement, je pense que ça devrait, comme Jean-Paul l'a dit, se faire avant l'arrivée à l'hôpital, parce qu'on a beaucoup poussé les questionnaire d'évaluation de l'état nutritionnel à l'admission. Je pense que ça devrait se faire quand c'est possible auparavant. Il y a d'autres points qui n'ont pas été évoqués dans le topo. C'est qu'on sait par des enquêtes que, notamment en France, que 30% des repas servis ne seront pas mangés et sont donc mis à la poubelle. Donc il y a des enjeux également économiques et écologiques. Et je pense qu'il faut probablement... en plus du dialogue avec le patient, de l'amélioration des conditions de repas, considérer également comment éviter du gaspillage à une époque où on doit quand même tenir compte de ces considérations économiques et écologiques. Ben ça disons, agrandit un tout petit peu le débat. Merci. Donc la direction va te dire par rapport à ça que tu as évidemment tout à fait raison. Maintenant, on fait un budget, comme le dit Sylvie, souvent c'est autant par repas. C'est évidemment beaucoup plus facile de programmer X repas que de les moduler, mais il faudrait faire cette analyse de voir qu'est-ce qui coûterait le plus cher globalement et qu'est-ce qui serait le mieux si on pouvait mieux, comme tu le dis, écouter, échanger, redistribuer mieux. Une dernière remarque ou partage d'expérience ? Oui, moi Sylvie, je voulais savoir si tu avais contacté des services où il y avait le menu à la carte, en fait. Je sais que ça existe et que ça se fait. C'était pas vraiment le sujet que je voulais développer aujourd'hui, mais en effet, le fait de pouvoir faire un choix, clairement, ça améliore l'adhésion et la satisfaction du patient au repas. Ça c'est clair, c'est mis aussi dans la littérature. Et il y a de plus en plus d'hôpitaux qui essayent d'organiser
les menus au choix à la carte. C'est ce que je voulais effectivement ajouter, qu'il y a un centre hospitalier hollandais, notamment fait un groupement d'hôpitaux en Hollande où ils ont quantifié la quantité de déchets avant et après avoir laissé le choix aux patients. Et effectivement, quand le patient a le choix, il mange beaucoup plus, une proportion beaucoup plus importante, il y a beaucoup moins de gaspillage et de déchets. Un dernier mot de Jean-Paul. Pour les déchets, donc maintenant il y a des ordonnances qui vont nous venir de tout en haut, comme quoi on ne pourra plus jeter, incinérer, on va pouvoir recycler. Donc ça va aussi être une obligation pour les hôpitaux dans le cadre de leur programme qualité. On va voir comment on va gérer ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors nous sommes, merci à tous les deux encore. Et on va passer à la communication suivante. En fait, on est maintenant au HUB, Hôpital universitaire de Bruxelles, avec Erasme Bordet et l'hôpital des enfants. Alors, les hôpitaux se sont regroupés. Certains sont passés d'un hôpital à l'autre. Et j'ai le plaisir de donner la parole au professeur André Van Gossom, que tout le monde connaît certainement très bien, gastro-entérologue, qui était à Erasme pendant de longues années, qui maintenant est consultant à Bordet et a autour de lui une équipe de collaborateurs qui va nous parler de alimentation et cancer du sein. André, je te laisse présenter tes collaborateurs. Voilà, merci. Je suis toujours un petit peu à Erasme également, mais bon, voilà. Oui. Donc, avant tout, merci à Sylvie et à Jean-Charles d'avoir continué à organiser cette réunion et surtout d'avoir conçu, effectivement, d'inviter un des topos plus érasmiens, si je puis dire, un topo qui sera celui du New Bordet et également de l'UD, dans le contexte du HUB. Et je pense que c'est l'avenir et l'année prochaine sera probablement sur les invitations HUB. Alors c'est un sujet qui n'a jamais été traité jusqu'à présent, donc je pense que c'est le 20e anniversaire ou je ne sais pas combien de cette séance. On n'a jamais évoqué alimentation et cancer du sein. Et donc, on pensait que c'était utile parce que c'est quelque chose qui a probablement été un petit peu négligé jusqu'à présent. Et donc, on va essayer de voir avec vous tout ce qui peut se faire préventivement, pendant le traitement et après le traitement d'une pathologie qui est quand même une des pathologies en oncologie qui est la plus importante. Alors, il y aura plusieurs intervenants dans ce topo. Et j'ai le plaisir et la chance d'inviter donc Laura Polastro, qui est oncologue médical à l'Institut Bordet, spécialisé dans les pathologies gynéco, essentiellement pathologie du sein, et qui est particulièrement intéressée également par une prise en charge globale des patientes avec l'aspect nutrition. Alors on a demandé au docteur Polastro, en 10-15 minutes, de vous redonner un tout petit peu les grandes tendances actuelles du cancer du sein, qui est quand même une pathologie fréquente, mais pour lequel il y a beaucoup d'évolution. Alors Laura, merci beaucoup d'être là. On te passe le micro. Merci, bonjour à tous. Je change comme ça, oui. Okay. Bonjour, donc merci à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour discuter pendant 15 minutes des aspects médicaux du cancer du sein. Donc, en Belgique, environ 70 000 nouveaux cas par an de cancer sont diagnostiqués. Et parmi ça, il y a 16% de ces 70 000 qui sont des cancers du sein. Donc, ça nous met à peu près à 11-12 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. La majorité étant, comme vous le savez, des patientes, des femmes. Mais néanmoins, il y a environ 1% des cancers du sein qui sont chez les hommes, plus ou moins 100 patients masculins par an. L'incidence du cancer du sein augmente avec l'âge, avec un pic à vers 60-70 ans. Après, ça rediminue probablement parce que, entre autres, il n'y a plus de dépistage, en tout cas de masse qui est organisé. Mais heureusement, donc l'incidence est très élevée, mais la majorité, comme vous le voyez, des patientes vont être guéries après en rémission, en tout cas après 5 ans, puisque 90% des patientes sont encore en vie. Ceci est plus important chez les femmes que chez les hommes pour des raisons qu'on ne va pas aborder ici. Donc malheureusement, l'incidence, par contre, elle est en augmentation constante depuis déjà plus de 20 ans pour des raisons qui sont partiellement connues. Il y a une grande partie qui reste encore à découvrir, probablement parce qu'il y a une augmentation du dépistage. Donc avant, il n'y avait pas de dépistage organisé, donc maintenant on découvre plus de cancers.
Néanmoins, ceci n'explique qu'une partie de cette augmentation parce que l'augmentation est plus importante chez les patientes qui ne sont pas dans les campagnes de dépistage, puisque l'augmentation est plus importante chez les patients de 30 à 50 ans. On voit vraiment une nette augmentation ces dernières années, probablement liée aux modifications des habitudes de vie, comme moins d'allaitement, de facteurs comme on va voir protecteurs, comme l'allaitement maternel, des grossesses plus tardives, moins de grossesse par femme. Néanmoins, il y a une grande partie de l'augmentation qui n'est vraiment pas connue. Peut-être qu'il y a une partie liée aux perturbateurs endocriniens, mais ce n'est pas encore prouvé de façon formelle. Donc, quels sont les facteurs de risque pour développer un cancer du sein? On peut les classer en deux grands groupes. Les facteurs non modifiables, là, on ne sait rien faire, comme ça augmente avec l'âge, avec forcément, quand on est une femme, il y a beaucoup plus de risques qu'un homme. Le fait d'avoir un antécédent personnel de cancer du sein augmente le risque de refaire un nouveau cancer du sein de l'autre côté. Le fait d'avoir des antécédents familiaux augmente, pas que les facteurs de risque importants comme les mutations BRCA1 qui a beaucoup médiatisé Angelina Jolie avec sa double mastectomie, mais également le fait d'avoir une mère ou un apparenté ayant eu un cancer du sein augmente de façon quand même importante le risque de faire soi-même un cancer du sein. Et enfin, les ménages précoces et la ménopause tardive, puisqu'on augmente l'exposition du sein aux œstrogènes et enfin la densité mammaire. Par contre, il y a des facteurs de risque intéressants qu'on peut modifier de par son habitude de vie. Comme par exemple le surpoids. Le surpoids est un facteur de risque de développer un cancer du sein chez les femmes post-ménopausées. Chez les femmes préménopausées, c'est moins clair. Probablement, c'est même un facteur protecteur pour certains types de cancer du sein. Le fait de pratiquer régulièrement une activité physique diminue également le risque de développer un cancer du sein. Et que chez les patientes ayant eu un cancer du sein, le fait de pratiquer régulièrement une activité physique améliore la qualité de vie de ces patients, mais aussi diminue le risque de récidive et augmente même la survie des patients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler avec les patients. La consommation d'alcool augmente sensiblement le risque de développer un cancer du sein. Et enfin, l'exposition aux traitements hormonaux comme la fécondation in vitro augmente quand même légèrement le risque de développer un cancer du sein, ainsi que les patientes qui ont eu un cancer de Hodgkin, qui ont notamment une radiothérapie thoracique, le risque de cancer du sein est augmenté, donc une nécessité d'un dépistage adapté pour eux. Et le fait donc l'allaitement maternel est un facteur protecteur, pas évidemment de façon minime, mais au niveau de la population, ça peut avoir un impact. Et le fait d'avoir plusieurs grossesses, plus le nombre de grossesses augmente, plus la protection est élevée. Et donc, comme la tendance actuelle est diminuer, à la fois retarder l'âge de la première grossesse et diminuer le nombre d'enfants par femme, à l'échelle de la population, ça permet d'expliquer en partie, en tout cas, l'augmentation de l'incidence du cancer du sein. Donc, comme je l'ai dit, heureusement, la majorité des cancers du sein sont diagnostiqués à un stade précoce, localisé. Donc, le but du traitement est de guérir la patiente, ce qui n'est malheureusement pas le cas quand la maladie est avancée ou métastatique. Donc, la prise en charge des patients, comme on l'a déjà évoqué à l'exposé précédente, est vraiment le patient au centre et c'est pas l'oncologue ou le chirurgien tout seul qui va traiter le patient correctement. C'est vraiment toute une équipe qui gravite autour du patient, à la fois avec les infirmières de coordination, les infirmières, les soins supportifs, la radiothérapie et également une part importante, c'est l'équipe de nutrition, comme vont l'expliquer les collègues ici. Donc, quels sont les traitements disponibles pour un cancer du sein localisé? Donc, le cancer du sein localisé, la pierre angulaire du traitement, ça reste la chirurgie et on peut être complété pour diminuer le risque de rechute par une chimiothérapie ou une hormonothérapie. Ça, c'est pour les cancers du sein qui sont hormonodépendants, ce qui représente la grande majorité, donc 70-80% des cancers. Donc, au niveau des traitements médicamenteux qu'on peut être amené à donner aux patients, on peut les distinguer en deux grands groupes. L'immunothérapie, elle, dans le cancer du sein, n'a pas encore un rôle très important sur certains sous-groupes très rares. Donc, on a la chimiothérapie qui permet dans les cancers du sein localisés, et parfois on est amené à donner une chimiothérapie dite adjuvante, c'est-à-dire pour diminuer le risque que la maladie revienne. Et la plupart des patients vont recevoir ce qu'on appelle une hormonothérapie. C'est une thérapie anti-hormonale qui permet de bloquer les hormones et diminuer le risque de rechute. Ce traitement est donné pendant souvent 5 à 10 ans parfois.
Par contre, ça c'était pour les maladies localisées. Heureusement, c'est la majorité des patientes vont présenter une maladie localisée et la grande majorité vont être guéries grâce à la chirurgie et éventuellement la radiothérapie, la chirurgie, l'hormonothérapie et une chimio. Et donc, comme on va le voir, une prise en charge multidisciplinaire également après les traitements est important, parce que c'est pas parce que les patients sont guéris qu'ils ne gardent pas malheureusement de séquelles importantes à la fois au niveau psychologique et physique de leur traitement, d'où l'intérêt de la prise en charge globale que mes collègues vont expliquer. Ceci est assez différent de la prise en charge des patientes avancées, donc métastatiques, et heureusement c'est une petite proportion des patients, où là on n'est pas du tout dans une optique curative, sauf des cas bien sélectionnés, et donc les traitements là vont permettre de retarder l'évolution de la maladie, mais ne permettra pas de guérir les patientes, et donc là une prise en charge tout à fait différente, mais qui sort du cadre aujourd'hui, doit être proposée chez ces patients. Oui, ça j'ai dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura, pour cette présentation. Je crois que ça vous donne un tout petit peu l'ampleur du problème en Belgique. Malgré tous les progrès, il y a quand même de plus en plus de patientes. Et je pense que ce que le docteur Polastro vous a montré, c'est à la fois les progrès de plus en plus thérapeutiques, ciblés, le dépistage, mais l'importance d'une prise en charge globale et d'un suivi à long terme finalement. Parce que ces patientes, comme tu le dis, la plupart vont avoir un traitement hormonothérapie 5-10 ans, avec toujours un petit risque quand même de récidive, nécessité d'un suivi, et une prise en charge globale est importante. Voilà, merci beaucoup, Dr Polastro, pour cette introduction. Alors, avant de passer à la présentation diététique, on a la chance et le plaisir également d'avoir Madame Van Parijs avec nous, qui va faire 2 témoignages en cours de cet exposé. Et d'abord, un bref témoignage en tant que vécu. Merci beaucoup d'être là. Et donc, voilà, vous nous dites un tout petit peu ce que vous avez vécu et si on vous a parlé à l'époque de l'importance de l'alimentation et de la nutrition. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc en effet, c'est Sylvaine Parijs. Donc moi je suis la patiente. J'ai eu un cancer du sein et j'aurais aimé qu'on me parle de diététique, d'alimentation. Et je vais vous citer un peu dans le trajet de soins où j'aurais aimé cette information. D'une part, juste après le diagnostic, vraiment, comme soin de support. Pour moi, il aurait été important qu'on me donne de l'information, vraiment en termes d'outils. Voilà quelque chose qui va vous aider. Voilà quelque chose dans lequel vous allez pouvoir puiser votre énergie. Car je savais pertinemment bien que ça allait être difficile, très difficile. Surtout au niveau de l'énergie vitale, l'énergie physique. Et j'avais fait directement la corrélation avec une bonne alimentation qui pouvait justement pallier cette baisse d'énergie. Première chose. Ensuite, les traitements étant ce qu'ils sont, douloureux, engendrant énormément de souffrance, tant psychologique que physiologique, j'ai maigri. Je ne suis pas très très grosse, mais j'ai maigri et donc ça se voit directement avec un impact encore plus fort sur les modifications de l'image corporelle. J'ai perdu 5 kilos, j'avais un teint blafard, j'avais plus de cheveux, il me manquait un sein. Bon, ça aggrave la situation. J'aurais aimé à ce moment-là, qu'on me dise autre chose que, il faut faire attention, pas trop maigrir. Ensuite, j'ai été mise sous hormonothérapie. Là, je suis partie dans l'autre sens. J'ai récupéré mes 5 kilos et j'en ai pris 6 de plus, qui sont venus aggraver les modifications de l'image corporelle. Je n'étais pas bien, j'étais encore moins bien après les traitements que pendant, et ça n'a fait qu'aggraver la situation. J'ai été trouver mon oncologue et je lui ai dit, voilà, parce qu'il s'inquiétait plus de ma perte de poids que de ma prise de poids. Et donc je lui ai dit, ben voilà, moi ça me dérange, j'ai pris 6 kilos. Oui, mais ça va, ça se voit pas trop. Voilà. Voilà donc mon expérience. Alors, je tiens à préciser que mon oncologue n'était pas le docteur Polastro, que je n'ai pas été suivie à Bordet et que ceci, c'était il y a 6 ans. Et donc, j'interviendrai après, peut-être avec un message un peu plus d'espoir. Merci. Voilà.
Merci pour ce témoignage, parce que je pense que ça situe vraiment bien le problème. C'est pas pour rien que depuis 20 ans qu'on fait cette séance de diététique thérapeutique, on n'a jamais abordé le problème. Donc ça confirme que c'était probablement sous-estimé. Alors, je vais passer la parole à Noémie Leroux et à Charline Blanc, qui sont diététiciennes au New Bordet et qui sont spécialement impliquées dans la prise en charge du suivi des patientes avec un cancer du sein. Et donc, on va aborder d'une part les recommandations nutritionnelles et puis décrire un petit peu l'atelier Restart, qui est un nouveau concept qu'on va vous décrire. Voilà, je ne sais pas qui commence. Ah, c'est moi. Surprise. Donc, ici, c'est cette dia que vous connaissez, bien entendu. C'est les recommandations générales qu'on donne à la population pour alimentation de qualité et qui sont les recommandations globales pour éviter, pour contrecarrer le risque d'un cancer. Comme Dr Polastro vous a dit, il y a des risques non modifiables, il y a des risques modifiables. Parmi ceux-ci, il y a l'alimentation. Et donc, vous savez que les grandes recommandations de toutes les sociétés scientifiques, de la Fondation contre le cancer, de tout ce qui est programme en oncologie, on va dire positivement, il faut manger des fibres, et on sait qu'en Belgique, globalement, les gens mangent 18 à 19 grammes, il faudra en manger 30. Il faut manger des fruits et légumes, les fameuses 5 portions par jour. Il faut faire l'activité physique, Dr Polastro l'a déjà signalé. L'allaitement maternel, c'est également un facteur protecteur pour le cancer du sein, et consommation des produits laitiers, mais en quantité modérée. On ne va pas donner le détail. Par contre, ce qui est mauvais, c'est évidemment une consommation excessive et trop régulière de boissons alcoolisées. La viande rouge, qui a fait beaucoup de bruit à 5-6 ans, il faut en consommer de manière raisonnable et surtout éviter les produits dits processés. L'obésité, qui au fil des ans s'impose comme un facteur en soi, même en dehors de l'alimentation, comme un facteur de risque majeur pour beaucoup de cancers. Consommation abusive de sel. Pour le bêta-carotène, ça c'est un petit peu anecdotique, ce n'est pas un problème majeur. Alors ici sur ce graphique, c'est difficile à voir, vous avez les cancers d'un côté et vous avez, je ne sais pas si on a une petite... on a une flèche. Bon, peu importe. Vous voyez qu'ils ont repris tous les facteurs de risque et tous les cancers. Pour vous dire que pour le cancer du sein, ce qu'on retrouve évidemment comme facteur de risque, c'est la consommation de boissons alcoolisées, c'est l'obésité, c'est en partie peut-être la consommation de viande rouge, et c'est comme facteur protecteur, il y a bien entendu l'allaitement maternel et l'activité physique, dans moindre les consommations de fibres. Donc, il y a tous ces grands facteurs que vous voyez, mais pour le cancer du sein, il y en a certains qui vont agir de manière plus nette. Voilà, ça c'était pour la prévention, globalement, parce qu'on distingue prévention, alimentation, nutrition pendant le traitement et post-traitement. Alors, on va passer maintenant, c'est Noémie qui prend la parole. Alors, en tant que diététicien, notre rôle va être... Durant la prise en charge des patientes, c'est de les accompagner à chaque étape du traitement afin d'améliorer leur état en fonction de leurs divers effets secondaires qu'elles vont pouvoir présenter tout au long du traitement. Donc en fonction des traitements qu'elles vont avoir, que ce soit une chimiothérapie, suivie d'une chirurgie ou d'une radiothérapie, ces différents effets secondaires vont avoir un impact sur la prise alimentaire et ainsi altérer leur état nutritionnel. L'effet secondaire majoritaire qu'on va retrouver à chaque étape du traitement, c'est l'asthénie, qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment un effet secondaire qui va altérer la patiente tout au long de son traitement et qui va avoir un impact également sur sa qualité de vie. Alors, durant le traitement, il y a certains aliments qui peuvent interagir avec la chimiothérapie, notamment le pamplemousse et ses dérivés, comme le pomelo et autres agrumes. Et en fait, ces aliments vont avoir une interaction avec la chimiothérapie et ainsi augmenter la toxicité du traitement et majorer également les effets secondaires. Donc, durant cette période, on va limiter et restreindre, même supprimer ces aliments de l'alimentation des patientes. Au niveau de la prise en charge nutritionnelle, donc en termes de recommandations nutritionnelles, notre objectif principal, c'est de maintenir une alimentation variée et équilibrée.
au niveau de nos objectifs protéino-énergétiques, ils vont être majorés par rapport à l'alimentation saine, équilibrée. On vise entre 30 calories par kilo de poids et 1,2 à 1,5 grammes de protéines par kilo. Car, comme la patiente nous l'a dit, Cécile Van Parijs, déjà le traitement lui-même va coûter énormément d'énergie aux patients, et également la tumeur en elle-même aussi puise énormément d'énergie au sein de l'organisme. Alors le deuxième objectif, c'est de maintenir un équilibre pondéral afin d'éviter un état de dénutrition et également d'adapter les conseils diététiques et nutritionnels en fonction des effets secondaires des patientes. Et c'est vraiment une prise en charge personnalisée car les effets secondaires seront différents d'une patiente à l'autre. Alors après le traitement de chirurgie, de chimiothérapie et également de radiothérapie, les patientes vont donc être sous hormonothérapie dans la majorité des cas. Et c'est également un traitement qui va impacter la patiente durant plusieurs années. Donc comme effet secondaire, on peut retrouver des symptômes liés à la ménopause. On va également augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Ça accentue également l'ostéoporose. On peut avoir des douleurs articulaires et notamment une prise de poids. Donc notre prise en charge va surtout se focaliser sur cette prise de poids. Donc les patientes en moyenne prennent entre 2,5 et 4 kilos par an durant cette hormonothérapie. Et donc cette prise de poids est également un risque de récidive plus important. Alors les facteurs qui vont expliquer cette prise de poids sont divers. Donc il y a lié au stress, à l'angoisse, qui va amener à une modification du comportement alimentaire, lié à l'âge, donc il y a une diminution des besoins énergétiques, la fatigue, la dépression, qui va amener à une diminution de l'activité physique, et également le traitement en lui-même, l'hormonothérapie. Alors au niveau de notre prise en charge, c'est d'accompagner ces patientes durant également leur hormonothérapie. Donc on va éviter une prise de poids supplémentaire. Elles vont bénéficier de conseils nutritionnels personnalisés. On va les accompagner dans un programme de réduction pondérale sur base d'un rééquilibrage alimentaire, donc pas par un régime restrictif, et ainsi aider à réduire la surcharge pondérale qui va diminuer de 20% le risque de récidive ou de développer un nouveau cancer. On va aussi optimiser à réaliser une activité physique, et certains médecins peuvent également recommander une complémentation en vitamine D qui pourrait également contribuer à éviter un risque de récidive. Et nos recommandations diététiques sont identiques en post-traitement qu'aux recommandations de prévention. Alors, concernant le programme Restart, donc il a été initié par le Dr Paul Astro et qui a été mis d'application ici en janvier 2022. Donc, au niveau de la population cible, on est sur des patientes qui ont eu un cancer du sein et qui sont actuellement en rémission, elles ont terminé leur traitement depuis moins de 3 mois, que ce soit chimiothérapie, chirurgie ou radiothérapie. Différents thèmes sont abordés durant ce programme. Donc ça reprend l'hormonothérapie, la nutrition, l'activité physique, la sexualité aussi, les aspects psychologiques. Les objectifs de ce programme, c'est vraiment d'essayer de proposer un suivi qui soit multidisciplinaire pour pallier aux différents effets secondaires qu'on peut retrouver, qui peuvent persister par la suite, et évidemment prévenir le risque de récidive. C'est des ateliers qui durent en général entre 1 heure, 1 heure et demie, et on essaye de vraiment faire par petits groupes de 10 à 15 personnes pour essayer de vraiment favoriser la communication, l'échange. Donc l'atelier diététique a été mis en place par Marika Sergo et moi-même. Voilà, on peut passer à la suite directement. Au micro. L'objectif de l'atelier diététique, donc, finalement, c'est d'apporter les clés et pour être acteur de sa santé et de son alimentation. On essaye avec les patientes aussi de déchiffrer la pyramide alimentaire et les différents points, d'appréhender les différentes recommandations nutritionnelles, finalement avec un petit exercice pour essayer aussi d'apprivoiser l'assiette équilibrée, et on finit par approfondir certaines thématiques ou questionnements que les patientes peuvent avoir autour de l'alimentation. Donc voilà, il faut savoir que dans la majorité, il y a quand même plus de la moitié des femmes qui ont un cancer du sein localisé qui vont prendre du poids, que ça peut aller de 3 kilos, ça peut aller jusqu'à 10 kilos.
Il faut savoir que ce gain de poids va évidemment représenter un risque de récidive et d'où l'importance de vraiment veiller à une bonne hygiène alimentaire, à une activité physique qui soit régulière. Et on l'a déjà répété, mais on le redit, que les recommandations préventives sont exactement les mêmes que les recommandations post-traitement. Je ne sais pas si Cécile, tu veux intervenir à ce moment-là pour parler du programme Restart. À la fin, ok, parfait. Donc les sujets qui sont fréquemment abordés, surtout en consultation, donc c'est le jeûne, évidemment, qui est très à la mode, le régime cétogène et le sucre, le soja, les super aliments et les compléments alimentaires. Alors, par rapport aux jeûnes, donc c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de patientes qui, pendant leur hospitalisation, surtout en cas de chimiothérapie, vont nous demander est-ce que je dois réaliser un jeûne durant ma période de chimiothérapie. Donc, pour reprendre d'abord les grands aspects, donc pourquoi est-ce qu'on va jeûner? Déjà, le jeûne est physiologique, comme vous le savez. On jeûne entre les repas et la nuit. C'est également, pour certains patients, pour un objectif de perte de poids. C'est culturel. Dans certaines religions, on pratique le jeûne. C'est pour augmenter la longévité. Ici, dans ce cas-ci, c'est plutôt un jeûne thérapeutique. Et il y a également le jeûne péri-opératoire. Donc les patientes qui veulent, qui souhaitent, qui nous demandent si elles doivent réaliser un jeûne, donc on a repris ici 3 types de jeûnes qu'elles souhaitent réaliser pendant leur traitement. Donc c'est un jeûne total, donc c'est l'absence d'apport énergétique qui dure entre 1 et plusieurs jours. Le jeûne partiel, où là elles vont s'octroyer certains aliments à faible densité énergétique de type bouillon, jus de légumes, qui peut également durer entre 1 et plusieurs jours. Et alors, le jeûne intermittent qui est de plus en plus tendance, qui, lui, par contre, diminue l'apport calorique sur différents... Donc, il y a 2 types. Il y a le 5-2, donc c'est 5 jours d'alimentation et 2 jours de jeûne total, et le 16-8, où là, c'est pendant 16 heures, on va jeûner, et pendant une fourchette de 8 heures, où on va continuer à s'alimenter. Donc, pourquoi ces patientes vont vouloir jeûner? Donc, c'est en péri-chimiothérapie, donc c'est quelques jours avant la chimiothérapie, les 2-3 jours de chimio, et en post-chimiothérapie. Et elles souhaitent réaliser ce jeûne pour déjà rendre un peu les cellules cancéreuses plus sensibles au traitement, mais également pour diminuer leurs effets secondaires. Alors nous, en tant que diététiciens, on ne va pas spécialement recommander de réaliser ce jeûne durant les traitements, car elles vont également perdre du poids. Déjà que le traitement lui-même va amener à une réduction pondérale. Donc en plus, si elles limitent leurs apports alimentaires pendant le traitement, ça va les affaiblir encore plus. Mais là, on ne peut pas aller à l'encontre de leurs souhaits. Donc si elles veulent quand même réaliser un jeûne alimentaire durant le traitement, on va les accompagner au mieux afin de limiter cette perte de poids. Alors, je vais repasser la parole au professeur Wengossum. Alors, ce petit schéma un petit peu rébarbatif, donc c'est pour vous expliquer, vous reprendre très rapidement. Donc, à gauche, il y a le premier graphique qui vous montre qu'effectivement, qu'après un repas, le sucre, c'est quand même le substrat énergétique majeur pour tous les organes, et notamment pour le cerveau. On a un petit stock de glycogène dans le foie et dans les muscles, mais ça va durer 4 à 6 heures. C'est pas pour rien que quand on fait un marathon, au bout de 4 heures, on n'a plus d'énergie. Et puis quand vous voyez à droite, quand il y a plusieurs heures sans manger, eh bien à ce moment-là, on va commencer, les réserves en glycogène diminuent, le peu de sucre qui est encore produit, c'est pour le cerveau, et puis on va commencer à l'épuiser dans les acides gras comme substrat énergétique. Dia suivante. Alors, si ça dure un peu plus longtemps, à gauche, il y a toujours la consommation d'acides gras, mais on va également aller consommer dans le muscle certains acides aminés, alanine, glutamine, qui vont être néoglucoformateurs, tout ça pour toujours produire du sucre, entre autres pour le cerveau. Mais on commence finalement à utiliser les graisses et à fournir au niveau du foie des corps cétoniques qui vont, alimenter les cellules et qui commencent à alimenter le cerveau. Et au bout de plusieurs jours de jeûne, à ce moment-là, eh bien, vous voyez que les corps cétoniques deviennent également un des substrats privilégiés pour le cerveau. Alors ça, c'est un mécanisme d'adaptation qu'on doit probablement à nos ancêtres à l'époque, il y a des millions d'années.
où les homidés, comme on dit, ne mangeaient évidemment pas tous les jours et ont dû s'adapter à ces périodes de jeûne et où on a cette capacité métabolique à résister. Et on sait que quelqu'un qui reste à jeun, bien entendu, qui continue à s'hydrater, il y a eu malheureusement des exemples, notamment de grévistes de la faim et ainsi de suite. Quelqu'un en normonutri peut résister 70 jours avant de mourir, dans la mesure, bien entendu, où il continue à manger grâce à ce mécanisme. Et donc, j'ai rappelé ça parce que, physiologie du jeûne, si vous voulez, quand nos cellules sont à jeun, qu'est-ce qui se passe de manière très simplifiée? C'est comme si on nettoyait les cellules. À ce moment-là, on ne va pas construire, on va donc utiliser les corps cétoniques, et on va, au niveau des mitochondries et ainsi de suite, on va quasiment nettoyer les cellules. Tandis que quand on mange, on reconstruit. Donc il y a une alternance importante entre les périodes de jeûne qui permettent aux cellules l'autophagie, notamment l'autophagie, c'est d'éliminer tout ce qui est comme substrat, les résidus de ce qu'on a utilisé au niveau métabolique, et c'est important pour les cellules de nettoyer. Et puis quand on remange, on reconstruit. Donc c'est important les deux. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre le patient et les cellules à jeun en moment d'une thérapeutique pour rendre la cellule un peu plus sensible au traitement? Dia suivante. Alors oui, très rapidement, bon, il y a des études chez l'animal, il y a peu d'études chez l'homme, et chez l'animal, il y a des études qui disent, tiens, oui, mais bon, voilà, si l'animal porteur d'une tumeur, si on la laisse à jeun, pour toute une série de mécanismes métaboliques, diminution de l'insuline, l'IGF-1 et ainsi de suite, eh bien, on a des cellules plus sensibles, et donc qui sont plus sensibles aux agents thérapeutiques. Dia suivante. Alors, je reprends une étude très rapidement, qui a été publiée récemment, donc 131 patientes avec cancer du sein, et on leur a donné, donc de manière, il y avait deux groupes, celles qui mangeaient normalement, et un groupe qui avait ce qu'on appelle le fasting mimicking diet, c'est-à-dire qu'il y avait un repas, mais qui ne comprend que quelques centaines de calories, mais qui donne l'impression de manger quelque chose. Dia suivante. Et donc, il y a eu les deux groupes. Alors, ce qui est important, c'est que vous voyez dans la colonne de gauche, 66 patients, et donc, il y a 43 patients qui n'ont pas été compliantes. Ça veut dire que dans cet essai thérapeutique, où le groupe qui a lancé le projet essayait de montrer, de voir s'il y avait un effet au point de vue thérapeutique, au niveau de tolérance du traitement, l'essai a dû être arrêté parce que les patients ne parvenaient pas à suivre ce pseudo-jeûne en mangeant ce fasting mimicking diet. Donc l'étude était négative, même si les auteurs ont tenté de montrer qu'il y avait quelques effets positifs. La suivante. Donc pour être résumé l'état actuel des choses, compte tenu du peu d'études bien menées qu'on a chez le sujet humain, il n'y a aucune société scientifique actuellement qui recommande de faire un jeûne thérapeutique pendant la chimiothérapie. Il y a bien entendu des essais cliniques qui sont en cours et on peut peut-être espérer ou suspecter que dans les 5 ou 10 ans qui viennent, dans certains types de cancers, avec certaines chimiothérapies et chez certains patients particuliers, bon, on nous dira effectivement il y a un effet bénéfique. Mais actuellement, on ne recommande absolument pas ce jeûne. Et bon, il y a pas mal de patients qui vont le faire sans qu'on le dise. Alors le deuxième régime que les patientes vont nous évoquer durant leur traitement, c'est le régime cétogène. Donc quel est le but de ce régime? Comme vous le connaissez, c'est d'imiter les changements métaboliques qui sont induits par le jeûne, par la production de corps cétoniques. Donc ce régime est également utilisé par certains patients pour un objectif de perte de poids et il a fait ses preuves par contre pour les patients qui sont atteints d'épilepsie. Alors ce qu'il faut bien différencier, c'est le régime cétogène de la restriction glucidique. Dans le régime cétogène, on va avoir une compensation de la diminution en apport en glucides par une augmentation de l'apport en protéines et par l'apport en lipides qui va du coup couvrir 100% des besoins nutritionnels, contrairement à la restriction glucidique où là il n'y a pas de compensation en protéines ou en matières grasses et du coup c'est également un régime restrictif qui va aggraver la perte de poids des patientes.
Donc, est-ce qu'au final, ces régimes sont-ils conseillés pendant les traitements? Donc, à ce jour, comme le professeur Van Gossem l'a dit, on manque de données scientifiques pour recommander ces régimes. C'est un risque plus élevé de perte de poids et de perte de masse musculaire et ainsi favoriser une cachexie cancéreuse qui, elle, est un facteur de mauvais pronostic pour les patientes. Mais il faut bien tenir compte du type de cancer, du stade de la tumeur et également du traitement qui est en cours. Alors concernant le soja et le cancer du sein, donc le soja c'est une source de protéines végétales de bonne qualité. Il faut savoir que le soja contient des isoflavones qui sont des phytoestrogènes et qui ont un effet similaire aux oestrogènes. C'est pour ça que les patientes ont très peur de manger du soja. Mais le soja sous forme brute ne pose pas de problème parce qu'il contient très peu d'isoflavones. Par contre, les compléments alimentaires à base de soja, eux, sont très riches en isoflavones. Donc cela, on demande d'éviter. Mais voilà, le soja sous forme brute ne pose aucun souci dans une alimentation variés et équilibrés. Alors, concernant les super aliments qui deviennent très très à la mode, finalement, qu'est-ce que c'est des super aliments? C'est des aliments qui sont riches en nutriments, en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, etc. J'en passe. C'est une bonne source de vitamines, en vitamine A, vitamine E, vitamine C, en minéraux aussi, en fibres et en antioxydants. Alors certains ont une action anti-inflammatoire comme le curcuma et les oméga 3 et d'autres vont avoir un effet sur le renforcement immunitaire comme la vitamine C et le zinc. Alors ça c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver quand on tape super aliments, on retrouve des petits top 10, top 20 des super aliments avec toute une série de fruits, de légumes, quelques poissons gras, etc. Et avec des mots très forts, comme ce sont des véritables bombes nutritionnelles, comme des armes contre les maladies cardiovasculaires, etc. Donc bien toujours prendre ça avec beaucoup de précaution. Alors finalement, le cancer, il ne faut pas l'oublier que c'est une maladie qui est multifactorielle, qu'il n'existe pas réellement d'aliments miracle anti-cancer qui va permettre de pouvoir guérir le cancer. Évidemment, il faut garder une alimentation variée, équilibrée. C'est vraiment ça qui va permettre de pouvoir couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels dont le corps a besoin. Et alors finalement, c'est un petit souci qu'on peut retrouver de temps en temps en consultation, mais les patients qui prennent des super aliments vont mettre de côté d'autres aliments. Et du coup, on va retrouver un risque de carence nutritionnelle à ce niveau-là. Alors au niveau des compléments alimentaires, donc ça aussi il y a toute une panoplie de compléments alimentaires qu'on peut retrouver et qui sont prises par les patientes. Donc il ne faut pas oublier que il faut vraiment que ce soit prouvé par une prise de sang, qu'on voit réellement un déficit dans la prise de sang pour pouvoir prendre ces compléments alimentaires. Alors on remarque ici en Belgique avec le peu de soleil qu'on a, c'est clair qu'on a un déficit fréquent en vitamine D. Et donc là, on recommande effectivement, c'est indiqué de pouvoir complémenter en vitamine D, notamment pour les cancers du sein. Alors tout ce qui est complément en antioxydants, là aussi on essaye de les limiter. Pourquoi? Parce que ils sont très souvent surdosés et donc on dépasse généralement souvent les doses journalières recommandées. Donc ils vont même plutôt avoir un effet pro-oxydant plutôt qu'un effet bénéfique sur la santé. Et donc, comme on le dit depuis le début, mais c'est une alimentation variée et équilibrée qui va permettre de couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels. Alors, pour conclure un petit peu tout ça, donc, comme on l'a dit et redit, alimentation variée et équilibrée. Il n'y a pas d'aliments qui sont interdits, sauf contre-indication médicale. On essaye de maintenir un healthy weight, donc un poids santé. Avoir une alimentation qui soit en pleine conscience et d'encourager évidemment une activité physique régulière. Tout ça dans une prise en charge personnalisée et évidemment en fonction du projet thérapeutique du patient et avec un accompagnement qui soit le plus pluridisciplinaire possible. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, il faut tenir compte aussi en consultation de, comme Charline l'a évoqué, Marika, ce sont les patients qui viennent non seulement pour des conseils, mais qui ont des régimes parfois sans gluten ou sans lactose ou des régimes d'exclusion. Donc c'est parfois assez compliqué de tout mettre ensemble. Alors avant de terminer, mais je vais demander de nouveau à Cécile Van Parijs de revenir parce que elle vous a fait part de son expérience qui n'était pas très positive sur le plan alimentation en tout cas, et je pense que ça vous a encouragé à développer un projet. Voilà.
Merci beaucoup. Voilà, en effet, on parle beaucoup de résilience avec le cancer. Je me suis dit, face à cette situation, il n'y avait pas que des lacunes en matière de diététique. J'ai réfléchi longuement sur la question. Il se fait également qu'au niveau professionnel, j'étais assez en lien avec le milieu hospitalier. Et je me suis posé la question de savoir, mais au final, qu'est-ce qui serait important? Moi, en tant que patient, quelle est la pierre que je pourrais apporter à l'édifice au final, hein, puisque c'est une collaboration. Et j'ai conçu en effet ce programme Restart. Ce programme Restart, c'est quoi? C'est tout simplement aller voir le milieu hospitalier, lui proposer de continuer les trajets de soins en période de rémission, de ne pas les arrêter à cette absence de cellules cancéreuses. Là où la médecine estime quelque part qu'on est guéri, or on n'est pas guéri, on est en rémission, et que le long du trajet commence seulement pour les patients, mais qui se sentent souvent seuls, souvent abandonnés, hein, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Donc le climat de l'après-cancer est quelque chose d'assez difficile, d'assez particulier, et jusqu'à présent, la médecine s'en était assez peu intéressée. Il se fait que les choses ont changé, donc quand même l'espoir est là. J'ai la chance, d'avoir rencontré le docteur Polastro, qui était tout à fait ouverte à ce type de programme et qui désirait d'ailleurs même l'implémenter. Donc les choses positives, c'est qu'aujourd'hui, dans le milieu hospitalier, les choses bougent. Elles bougent à plusieurs niveaux. D'abord, on commence petit à petit à s'ouvrir à la parole du patient. Ça, c'est nouveau, c'est super important. Et je comprends qu'il soit difficile de faire un peu de place. C'est un changement de paradigme qui est difficile. Et en effet, il y a des abus des deux côtés, quelque part. Hein. Il ne faut pas non plus que l'hôpital devienne un centre récréatif. On s'entend. Donc ça, on est très conscient de ça également. Mais voilà, nous sommes des personnes, nous sommes une partie du problème, mais nous sommes également une partie de la solution. Voilà, c'est juste le message. Et le fait de nous intégrer, en nous laissant une place bien précise, je pense que c'est quelque chose de positif et qui se passe actuellement. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose ne concerne pas uniquement que les patients, mais les soignants entre eux. Quelque chose qui me frappe assez, c'est le manque, encore aujourd'hui, d'interdisciplinarité. On parle de pluridisciplinarité, mais l'interdisciplinarité. Et comment nous, en tant que patients, on se rend compte de ce manque d'interdisciplinarité? C'est que dans les consultations que l'on a, alors ici je parle de la cancérologie, avec l'oncologue, eh bien, il y a un rôle, je pense, qui manque encore, c'est quand on arrive à la limite de ses compétences, et ce qui est normal, chacun a une limite de compétences, on ne réoriente pas. On ne réoriente pas vers la diététique. Moi, j'aurais bien voulu, à un certain moment, qu'on me réoriente. Je ne demande pas au médecin de m'apporter toutes les réponses. Je lui demande juste de m'indiquer où je dois aller pour continuer mon développement. Donc, je dirais que, en tant que diététicien, vous avez ce challenge. Le challenge d'aller sensibiliser, parce que ça doit se faire, je pense, de manière collaborative, vos collègues médecins à parler de votre discipline. Et pour ce faire, ils devraient peut-être un peu mieux la connaître, peut-être, ou être un peu mieux outillés. Donc ça, c'est une suggestion que je vous fais, un de vos défis. Je peux vous dire que mon ressenti, il y a deux grands piliers dans la prévention en cas de... Pour prévenir le risque de récidive, on parle d'activité physique et d'alimentation saine. Je dirais qu'aujourd'hui, l'activité physique a une longueur d'avance sur la diététique. Moi, je le ressens au niveau des consultations, tout simplement parce que l'oncologue lit fortement un des grands effets secondaires, ça reste la fatigue, et la réponse, qui est unique, or elle ne l'est pas, reste assez bien l'activité physique. Et donc l'oncologue, naturellement, va parler d'activité physique, mais oublie de parler de diététique. Donc ça, c'est le challenge, je pense, et ça, je vous apporte en tout cas un témoignage qui est partagé par bon nombre d'autres patients. Je dirais qu'un autre défi que vous allez avoir à mener, c'est, on a parlé d'Internet, on a parlé des applications. Alors, il y a des choses très très bien, mais il y a des choses moins bien également.
Et aujourd'hui, l'information contenue dans certaines applications, l'information contenue sur Internet est large, il y en a trop. Par qui, par quoi elle est validée, on ne sait pas. Mais c'est un rival, quelque part. Alors comment est-ce qu'on intègre ce rival? Comment on crée une alliance, quelque part, thérapeutique avec ce type d'outils qui peuvent être très utiles? Ça peut devenir, quelque part, la montre connectée de la diététique. Voilà, ça je dirais que c'est un autre défi qui est là, qui vous attend et que je suis persuadée que vous allez relever avec brio. Voilà, merci. Et merci beaucoup à tous les 5. Et Sylvie, tu reviens aussi pour la discussion. Merci beaucoup pour vos exposés, votre partage d'expérience. Je voulais peut-être juste vous demander comment est-ce que vous voyez la place des soignants post, donc le médecin généraliste, les infirmiers de ville, dans un programme de type Restart. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez songé, ou bien vous pensez que c'est au niveau de l'hôpital que doit se passer la suite de la prise en charge? Je ne sais pas si vous voulez revenir ou... Merci. Oui, ça c'est un élément pour moi très très important, c'est que dans tout ce trajet de soins, les médecins de ville sont oubliés. En fait, ils perdent leurs patients en début de traitement, dès l'annonce du diagnostic, et ils ne les récupèrent que très 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 loin plus tard. Et je pense qu'il y a voilà, une difficulté à ce moment-là. Les patients, quelque part, considèrent que leur seul interlocuteur est l'hôpital au niveau de la cancérologie. Et après, on retourne chez le médecin de ville pour la petite grippe, le rhume, voilà, on va pas bien, les petits bobos. Mais c'est comme si le cancer avait été mis entre parenthèses. Et donc là, vraiment, avec le programme Restart, ce que nous allons essayer de faire, voilà, le développement du deuxième temps, c'est comment informer ces médecins de ville du fait que leurs patients aient été suivis en milieu hospitalier dans ce programme de réhabilitation et qu'ils puissent bien évidemment être un autre maillon de la chaîne pour continuer. Parce qu'il est clair que le programme Restart, c'est en gros 3 mois depuis la rémission jusqu'à la fin de tous les ateliers, mais puis après. Or, il est clair que le après dure des années. Et donc là, il est clair que le médecin de ville a énormément d'apports à donner vis-à-vis des gens et donc continuer ce qui a été fait. Et pour ce faire, il doit être bien évidemment informé à ce niveau-là. Et là, vous mettez le doigt sur un problème majeur qui est l'éducation médicale en nutrition, qui est vraiment insuffisant et pour lequel il y a les programmes qui existent. Mais effectivement, il y a la concurrence d'Internet et de tout ce qu'on peut trouver comme information, comme fake news et tout ce qu'on veut, ou comme régime détox ou quoi que ce soit qu'on peut trouver facilement via Google par rapport à les professionnels de santé qui connaissent la nutrition, mais on ne sait pas qui sont les plus rigoureux et ceux qui ont vraiment suivi une formation par rapport à ceux qui n'osent pas dire qu'ils ne savent pas et qui préfèrent raconter des bêtises ou des trucs qu'ils ont été voir sur Google plutôt que de se référer à des faits plus rigoureux. Je ne sais pas s'il y a des... Oui, une question Tiens, la Mont Blanc. Là aussi. Donc j'ai une question par rapport à la vitamine D, donc, qui est une des seules supplémentations recommandées en dehors d'un déficit prouvé. Est-ce qu'on a une dose recommandée pour la prévention de la récidive du cancer du sein? C'est-à-dire que, bon, effectivement, là, on l'a cité, la vitamine D est c'est une vitamine, une des carences les plus fréquentes dans nos régions. C'est une des vitamines pour laquelle on a montré qu'il y avait un risque en cas de carence qui pouvait participer peut-être à une récidive. Il y a également l'aspect prévention d'ostéoporose et également prévention de certaines maladies cardiovasculaires. Donc il y a plusieurs aspects pour la vitamine D. Alors il n'y a pas une dose recommandée.
Je pense que ça va dépendre également d'une personne à l'autre. Quand on fait des bilans biologiques, très souvent, en tout cas pendant l'hiver, on voit que 80% des patients ont des taux plus bas. Alors, comme vous savez, il y a différents types de vitamine D. Il y a aussi des vitamines D associées à la prise de calcium et ainsi de suite. Donc, ça va dépendre du point de départ. Alors, bon, il y a des ampoules de type Décure et ainsi de suite. On va recommander... Il y a des patients qui vont prendre une ampoule de Décure par mois. Ça, je crois que ce n'est pas du tout suffisant. Il faut parfois une ampoule de Décure par semaine. On a également, ici à Erasme, à la pharmacie, des injections intramusculaires de vitamine D. Donc, il faut un peu adapter en fonction de chaque personne et de valeurs biologiques. Et également, est-ce que c'est une patiente qui est exposée encore, qui a une exposition solaire, qui peut être à l'extérieur en fonction de son âge et ainsi de suite. Donc il y a différents facteurs dont il faut tenir compte. Une question par là. Oui. Oui, bonjour. Merci pour ces explications très claires. J'avais une petite question un peu plus terre à terre et qui revient peut-être un peu à l'intervention qui a commencé cette matinée. Par rapport au programme, je voulais savoir un petit peu en pratique comment ça se faisait, si les patients devaient payer une intervention ou si c'était financé en interne, parce que voilà, c'est intéressant qu'ils viennent. Et alors, deuxième chose, vous avez dit que ça durait 3 mois. C'était 3 mois après l'arrêt des traitements. Donc après, comment est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser le fait que les patients revoient les diététiciens éventuellement et peut-être ait une facilité de nouveau au niveau financement, parce que là, moi par exemple, j'ai en consultation des patients sous Nolvadex, enfin des patientes qui reviennent après 1 an, 2 ans après la fin de leur traitement et elles payent les consultations prix plein, donc c'est pas très incitatif. Merci. Oui, donc par rapport à l'atelier Restart, donc en fait en fin de traitement, ce programme est proposé à toutes les patientes. Donc les patientes qui désirent intégrer le programme s'inscrivent et donc vont suivre ce programme pendant 3 mois. Alors je ne pense pas qu'elles doivent participer financièrement. C'est sur fonds propres de l'hôpital. C'est l'hôpital qui finance le projet. Et par rapport au financement des consultations diététiques, donc c'est vrai que pour le moment, à l'Institut, les consultations diététiques ne sont pas payantes. Donc voilà. Mais c'est vrai que suite à l'atelier Restart au niveau diététique, beaucoup de patientes prennent du coup rendez-vous en consultation par la suite. Vous soulevez évidemment un problème, et ça pourrait faire l'objet d'un débat entier, c'est le problème du remboursement des consultations diététiques. Il y a toute une série de consultations de paramédicaux, kinés, autres, qui sont remboursés et pas en diététique, ce qui est pour moi une aberration. Et donc je pense que vous tous ici présents, vous devez essayer d'obtenir ce remboursement, peut-être dans un cadre particulier, un certain nombre de consultations par an, peut-être pour certains types de pathologies, mais je pense que c'est vraiment au niveau de l'INAMI un gros défaut de ne pas considérer d'importance de conseils diététiques faits par des professionnels de la santé qui ont une formation adéquate. Je peux ajouter à cet égard qu'il y a eu un avis de l'Académie royale de médecine qui était favorable, qui est maintenant sur le bureau du ministre Van den Broek, et il faut des gens, s'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît bien Van den Broek ou le cabinet de Van den Broek, pour que le dossier arrive au-dessus de la pile, plutôt que d'être en dessous des éléments à traiter. Et donc c'est à la fois pour obtenir un remboursement des consultations diététiques et aussi les remboursements par des médecins reconnus compétents en nutrition. Une dernière remarque ou question. Voilà, Gabi a le micro. Merci. Une question tout à fait pragmatique par rapport au curcuma, donc, que vous interdisez, qui est déconseillé en tout cas en cas de traitement. Après, vous le réhabilitez après, parce que comme c'est un antioxydant et qu'il était conseillé. Donc, par rapport au curcuma, donc, il peut avoir certaines interactions pendant la chimiothérapie. Il peut être également déconseillé par l'anesthésiste pour l'intervention chirurgicale. Après, quand ma collègue en a reparlé, c'était plutôt que le curcuma, et on le retrouve sur Internet, sur tous les sites, comme super aliment. Et donc, il est plutôt favorisé. C'est pas au niveau épice, quoi. Non. Après, effectivement, après les traitements, les patientes peuvent réintégrer tout à fait donc, les aliments qui sont interdits pendant le traitement et donc reprendre du curcuma ou des agrumes. Comme le traitement est terminé, il n'y a aucun problème.
j'ai beaucoup apprécié l'intervention aussi au niveau de l'interdisciplinarité, parce qu'en fait, je pense que dans la société actuelle de consumérisme et la société aussi de tout de suite, c'est vrai que ce soit en super aliment ou que ce soit en super méthode via le jeûne ou en des attentes le patient qu'on a devant nous souvent a des attentes complètement utopiques, et c'est dans l'accompagnement et le bon transfert thérapeutique avec des professionnels et qu'on peut lui apprendre à nuancer et la pleine conscience aussi à écouter ses appétits spécifiques et pas avoir des remèdes miracles. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut considérer que c'est le mot de la fin, plein de sagesse et de vision de l'avenir. Merci beaucoup à tous. Et donc nous avons une pause de 3 quarts d'heure, c'est ça Sylvie, c'est 3 quarts d'heure de pause? Oui. Voilà, ce qui vous permettra de visiter les stands de nos partenaires également.